Je suis Carla Vontin et je représente l'Association canadienne de produits alimentaires, santé et de consommation. Nous fabriquons des produits que vous achetez dans les supermarchés et pharmacies et les producteurs canadiens sont fiers de travailler avec les agriculteurs canadiens pour fabriquer ces produits de haute qualité. Nous avons un beau panel, 3 panélistes, 2 en présentiel et Sébastien en virtuel. OK, d'abord, nous avons Ellie. Ellie vient du Programme alimentaire mondial des Nations unies qui a activement sensibilisé les gens à la nécessité de donner la priorité à la sécurité alimentaire avant la pandémie et la guerre en Europe. Elle a tiré la sonnette d'alarme sur la détérioration de la sécurité alimentaire et j'aimerais savoir ce qu'elle pense de l'état de la sécurité alimentaire mondiale et comment nous en sommes arrivés là. Nous savons que la sécurité a un impact différent selon la partie du monde dans laquelle vous vivez. Et les commentaires d'Ellie qui a dit les plus vulnérables sont les plus touchés. Et nous avons vu ce thème aujourd'hui et Sébastien, dans une conversation récente, a dit les pays riches ont oublié que la nourriture est un élément stratégique qui doit être entretenu, protégé et célébré. Nous savons que l'un des pays les plus touchés est l'Égypte. Nous avons entendu cela aujourd'hui parce qu'ils importent la majeure partie de leur blé de Russie et de l'Ukraine. J'ai hâte d'entendre de vive voix l'ambassadeur d'Égypte au Canada, Ahmed Abdallah Hafez. Bienvenue. Et puis, nous allons passer au chercheur Sébastien qui participe en ligne. Il vient d'un groupe de réflexion internationale et il a écrit des centaines d'articles et de livres. Et pour nous, peut-être le plus intéressant s'agit de la géopolitique du blé, qui est particulièrement pertinent pour notre conversation aujourd'hui. J'aimerais en savoir plus sur la géopolitique actuelle. Bienvenue, Sébastien. Alors, je vais commencer avec quelques questions et Ellie va répondre à la première question. Alors, voici la question pour elle. La situation de la sécurité alimentaire aujourd'hui, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et elle va nous donner un peu de contexte. Mais je voulais mentionner quelques idées, par exemple Goldie qui a mentionné l'infrastructure qui permet au commerce international pour le Canada et le monde. Et j'ai entendu Ted Billier aujourd'hui également qui nous a dit que nous n'avons plus de surplus d'alimentation de produits agricoles. Est-ce que nous en aurons assez en 2035? Alors, Eddie, l'état de la sécurité alimentaire. Et merci aux organisateurs d'avoir organisé ce congrès tellement intéressant et d'avoir des présentateurs qui aiment le programme mondial d'alimentation. Je représente ce programme au Canada pour donner plus de visibilité au programme alimentaire mondial pour et nos partenaires. Et si vous ne connaissez pas déjà le programme alimentaire mondial du monde, on est la plus grande organisation humanitaire pour les urgences et l'aide alimentaire pour créer le paix et la stabilité, la prospérité pour ceux qui sont impactés par les catastrophes naturelles. Et nous avons 5600 camions, 100 avions, des navires, 700 partenaires, 130 pays
et c'est impossible sans le Canada. Et dans mon rôle pour accroître la visibilité de notre programme, nous avons une présence au Canada. Et pour vous donner l'idée de c'est quoi 140 millions de personnes, j'ai fait des recherches et vous pouvez voir les photos dans mon bureau. Nous avons des photos des personnes comme Lester B. Pearson à la première réunion de notre organisation à Québec, ancien ministre de l'Agriculture Harkness. C'était le premier. L'importance du programme de notre programme mondial. Il faut souligner que nous nous préparons pour une année où on va travailler à une échelle jamais vue. Je peux vous donner les chiffres, mais je vous encourage de considérer ces images. OK, merci Ellie pour ce contexte. Et quand nous regardons la situation avec la sécurité alimentaire, il y a des pays qui sont plus impactés et surtout l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur, l'état de la sécurité alimentaire dans votre pays, de nous donner un peu de contexte. D'abord, bon après-midi, juste avant de venir. Je suis arrivée il y a 4 mois au Canada et avant de venir, je discutais avec des étudiants universitaires qui voulaient participer dans le service étranger, la diplomatie égyptienne. Et c'est très rigoureux de participer. Et j'ai eu cette conversation avec ces jeunes hommes et femmes et je leur ai parlé de la situation et j'étais à l'écoute de leurs idées. Et ils ont tous parlé de finir le conflit. C'est la solution clé. Et ils ont parlé d'établir une liste des besoins des pays et un indice de qui peut aider qui. C'est peut-être naïf, mais je suis plus âgé, plus sage, mais je suis également habitué aux manières habituelles de penser, d'avoir toutes les réponses, mais de ne pas poser la question « pourquoi pas ?» Et l'impact nous pousse dans ce chemin de penser différemment. Et pourquoi pas? Et même des questions très sensibles. Nous avons discuté les déchets alimentaires. C'est une question sensible, mais c'est également important. Et pour l'Égypte, il y a un impact, un grand impact, pas seulement au niveau de la sécurité alimentaire, mais la situation économique en général pour les pays en voie de développement, les pays à revenus moyens, il y a un impact. Mais je voulais créer une image de la sécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement la nourriture. C'est la nourriture, l'accès à la nourriture, pouvoir payer la nourriture, les deux. Avoir accès à la nourriture et le pouvoir d'acheter la nourriture. On a les 4 C en anglais. Il y a 4 facteurs qui influencent le climat. Bien sûr, même moi, je n'ai jamais vraiment compris l'influence du climat sur les systèmes alimentaires. Mais la nourriture, c'est l'agriculture et l'agriculture, c'est la nature. Alors, premier, c'est climat. Puis, conflit. Et nous avons vu le conflit et surtout l'année dernière, la perturbation de l'approvisionnement.
et les flambées de prix. Cela est lié au conflit. Et puis, COVID, la pandémie, est-ce que la pandémie est finie? Non, mais on a les séquelles de la pandémie. Et puis, les coûts associés. Quatrième C, ce sont les coûts, les prix pour l'énergie, pour les engrais et les prix des perturbations. Et cela élève les coûts. Et au niveau tertiaire, on a les taux d'intérêt, l'économie mondiale impactée. Les pays les plus vulnérables sont les plus impactés. Climat, COVID, coûts et conflits. Ces 4 questions pour traiter de la sécurité alimentaire. Alors, au milieu de ces questions, et pour considérer ces sujets à la fois, il faut changer tellement de choses et cela marche dans un pays, mais pas dans un autre. C'est difficile pour les gouvernements, un grand défi. Juste pour pouvoir traiter des symptômes et le problème auquel nous faisons face. Et situation en Égypte, nous sommes comme les autres pays en voie de développement. Nous dépendons sur l'importation de blé. Nous importons la majeure partie de notre blé de la Russie et de l'Ukraine. Presque 70-80% de notre blé vient de ces pays. Mais aujourd'hui, nous produisons 50% du blé que nous consommons. 50%. L'autre 50%, c'est importé. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là? En 2014, l'Égypte a commencé, avant la situation actuelle, a lancé une initiative pour augmenter les établissements qui peuvent épargner le blé, stocker le blé et augmenter la production. Il y a 7 ans, 8 ans. Alors, le stockage du blé, c'était utile parce que nous avons fait face à cette crise pendant l'année dernière, mais cela nous a rendus plus résilients. Alors, nous avons les silos nationaux en Égypte, une augmentation de 3 fois du nombre des silos pour le stockage de blé et l'augmentation du territoire de la terre cultivée en Égypte. Et surtout pour le blé, cela a eu un impact. Et la situation, c'est comment est-ce que le gouvernement peut être proactif et agir avant que les problèmes surgissent. L'augmentation de production, on avait des réserves stratégiques et aujourd'hui, on pense à la diversification des pays desquels nous importons le blé. Et quand on parle de la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la sécurité alimentaire, c'est la sécurité économique. Même les pays développés ont ce défi. Les flambées de prix, l'inflation, les taux d'intérêt, ce n'est pas facile. En Égypte, il nous faut travailler d'une manière plus vigoureuse pour les politiques financières, les taux d'intérêt, le taux d'échange de notre argent et on souhaite avoir un taux d'échange flexible en Égypte. On a les politiques fiscaux, gérer le budget pour résister aux crises qui arrivent et avoir ces projets de protection pour le peuple. Et après, et nous le savons, il faut soutenir et stimuler le secteur privé, la croissance dans le secteur
secteur privé. Alors, le résultat, c'est une économie plus agile, plus flexible pour un pays en voie de développement. Et on a eu l'approbation du Fonds monétaire international pendant presque quatre années de 3 milliards de dollars et les perturbations auxquelles nous faisons face. OK, super, merci, ambassadeur, pour nous donner cette image. Avant de continuer, Sébastien, vous nous entendez bien? Yeah, very good. Oui, oui, je vous entends très bien. Parfait. J'aime votre arrière-plan, des centaines et des centaines de livres et d'articles, et je crois qu'il a écrit tous ces livres. Et Monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné les 4 C dans le contexte de la sécurité alimentaire et le blé. Et je sais que Sébastien a beaucoup de dire là-dessus, son livre « La géopolitique du blé ». Et c'est pertinent, ce sujet est vraiment critique. Et votre livre est apparu en 2015, je crois, mais c'est très pertinent aujourd'hui. Alors, à vous, Sébastien, vos impressions de la situation géopolitique avec le blé actuellement. Yes, thank you very much for the Oui, invitation. merci beaucoup pour cette Because as you invitation. know, since the Brexit, French is becoming now the J'allais main languages in parler Europe. So I will speak in français, mais French. comme vous le savez, le français est Especially la langue talking principale. in Canadian partners and colleagues. So Merci thank à you very nos much for the partenaires au invitation. Canada. Merci pour cette invitation. Alors, la situation sur la sécurité alimentaire mondiale, le blé est une façon d'illustrer à quel point une production agricole est déterminante, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, pour la sécurité, tout simplement, la sécurité humaine, la vie des gens, les équilibres économiques. C'est une céréale beaucoup cultivée sur la planète. C'est une céréale qui est très consommée par la population humaine, même si on produit plus de maïs aujourd'hui que de blé. Le blé est très majoritairement destiné à l'alimentation humaine, comme vous le savez. Ce blé, en fait, il a une dimension géopolitique historique. Il a toujours été au cœur de l'histoire, que ce soit en Europe, dans l'Antiquité, avec la démocratie athénienne ou la ville de Rome, qui avait besoin du commerce international, qui avait besoin d'organiser ses approvisionnements pour nourrir la cité, pour nourrir la population. Et nous avons toujours eu dans l'histoire, en Asie, en Europe, dans les Amériques, dans les années les plus récentes, une place prépondérante des productions céréalières et du blé. Le Canada connaît évidemment très bien l'importance de cette production agricole. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de regarder très simplement, c'est que on produit 800 millions de tonnes de blé. Nous en consommons 800 millions de tonnes également. Et depuis le début de ce siècle, depuis 20 ans, nous sommes passés de 600 millions de tonnes par an à 800 millions de tonnes. La consommation a également connu cette croissance. Et nous sommes surtout passés de 100 millions de tonnes qui, tous les ans, partaient sur le commerce international à aujourd'hui 200 millions de tonnes. C'est-à-dire que 25% de la production mondiale de blé est aujourd'hui internationalisée et doit donc trouver une très grande mobilité. On sait que la planète produit de plus en plus de blé, on sait que la planète en consomme de plus en plus, mais surtout la planète doit rendre le blé de plus en plus mobile. Mobile surtout sur les mers, puisque 90% des échanges internationaux de blé se font sur les espaces maritimes, ce qui explique aussi que les espaces maritimes sont extrêmement importants dans la sécurité alimentaire mondiale et le rapprochement de l'offre et de la demande. Quand le Canada exporte son blé, massivement, ce blé prend la mer, ne prend pas la terre, et je crois que c'est toujours important de rappeler ça parce qu'il y a une dimension logistique extrêmement importante. On voit que cette planète blé, elle a, depuis plusieurs années, rencontré des difficultés parfois sur
des accidents climatiques plus fréquents dans certains pays producteurs. Je rappelle quand même que les 10 premiers producteurs de blé dans le monde font 80% de la production mondiale. Donc, dès que un de ces pays connaît un problème climatique, vous avez une conséquence sur le marché mondial et sur la disponibilité pour les pays importateurs. Monsieur l'ambassadeur connaît parfaitement l'importance du blé en Égypte. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé depuis maintenant 40 ans et seule l'Indonésie aujourd'hui est à peu près concurrente dans le volume qui est chaque année acheté par l'Égypte. Et donc, un pays comme l'Égypte réalise beaucoup de performances à domicile pour produire du blé. Haïch, le blé en Égypte, c'est le pain, c'est la vie. Le mot est important, mais en même temps, l'Égypte a besoin du marché mondial et a besoin des pays producteurs. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le changement climatique qui accentue les incertitudes de récolte n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour la géopolitique du blé, pour faire en sorte que les équilibres, les coopérations, les solidarités se retrouvent. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que certains pays producteurs, exportateurs de blé ont utilisé de plus en plus le blé, non pas comme un atout économique, non pas comme une façon de montrer des capacités de contribuer aux besoins alimentaires mondiaux, mais ont aussi utilisé le blé comme une arme pour affaiblir, une arme pour menacer, une arme pour asservir certains territoires. Et donc, dans ce contexte, je crois qu'il ne faut pas taire avec ce qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Europe, avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Nous ne devons pas taire cette situation parce que la Russie géopolitise négativement sa production de céréales. La Russie est redevenue le premier exportateur mondial de blé. Elle a attaqué l'Ukraine, qui fait partie des grands pays producteurs exportateurs de blé. Donc le problème depuis un an, c'est que nous avons deux superpuissances agricoles et céréalières qui sont en conflit. Et la Russie a expliqué à certains pays dans le monde que si ces pays étaient trop critiques sur l'action de la Russie en Ukraine, la Russie pouvait couper le robinet à blé pour certains pays, comme elle a coupé le robinet à gaz pour les pays européens. J'insiste sur ce point parce que je crois qu'il faut toujours insister sur une dimension beaucoup plus forte sur la scène internationale. C'est-à-dire que quand les pays européens, quand le Canada, quand les États-Unis, quand l'Argentine, l'Australie produisent et exportent du blé, c'est évidemment dans leurs intérêts économiques nationaux. Ça fait partie d'une influence et d'un rayonnement à l'international, mais encore une fois, ça mobilise des surplus de récoltes pour nourrir et contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux. C'est-à-dire que la production agricole, et le blé est une illustration, mais la production agricole qui est internationalisée dans le monde est aujourd'hui une production agricole non pas imposée au reste du monde, mais une production agricole qui contribue à la stabilité et à la paix dans le monde. Ça veut dire que les producteurs agricoles, les agricultrices, les agriculteurs, que ce soit des producteurs de blé, de canola ou d'autres, nous avons à reconnaître, et je le dis parce que la représentante du Programme alimentaire mondial fait un travail immense. En 2020, le prix Nobel de la paix a été attribué à juste titre au Programme alimentaire mondial pour reconnaître l'action du Programme alimentaire mondial. Moi, mon rêve serait que demain, le prix Nobel de la paix soit donné à toutes ces agricultrices et agriculteurs dans le monde qui nourrissent les populations d'à côté de chez eux, dans leur village ou à l'autre bout de la planète, parce qu'il y a rien de plus important que la nourriture. Et quand on partage de la nourriture avec des amis, en famille ou sur la scène internationale, on contribue à la paix dans le monde et à la coopération entre les pays. C'est ça aujourd'hui la géopolitique positive de l'agriculture. Malheureusement, certains acteurs, parfois dans l'histoire, encore aujourd'hui, des acteurs publics ou des acteurs privés, sont parfois tentés d'utiliser cette arme de paix en utilisant en instrument de guerre et en instrument de menace. Great.
Merci pour ça. Effectivement, les aliments à titre d'armes et la politisation de marchandises de base. Effectivement, ça nous mène à la prochaine question. Maintenant qu'on a entendu les répercussions sur l'Égypte et tout ça, les considérations de sécurité, je redonne la parole à Ellie. On a vraiment vu un peu donc, le portrait de la sécurité alimentaire mondiale. On a vu une réponse mondiale et l'importance de coopérer. Donc, Ellie, qu'avez-vous à dire là-dessus? Alors, disons que je vais dire en particulier ce que le Canada peut faire par après. Mais en parlant des 4 C tout à l'heure, j'ajouterai un 5e C, un C pour le Canada, parce que ce n'est pas seulement une question des coûts qui augmentent, des coûts de la nourriture, mais aussi l'enjeu de l'engrais vient rendre les choses vraiment corsées. On est dans une situation très difficile où on a des coûts qui augmentent, des besoins qui augmentent et un écart entre les deux. Et c'est d'autant plus multiplié par les hausses des prix d'engrais. Donc, est-ce qu'on a assez? Parce qu'auparavant, c'était une question d'accès. Aujourd'hui, c'est vraiment aussi un enjeu de disponibilité. Mais pour répondre à la question, bon, je voulais au moins contextualiser, mais pour faire du pouce sur ce qui a été dit précédemment, il y a 3 choses qu'on peut faire. Et j'étais je suis très heureuse en fait de tenir cet événement aujourd'hui parce que vraiment l'action coordonnée, concertée est si importante. Donc, premièrement, les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour réduire les catastrophes, mettre à l'échelle, les solutions, soutenir et financer les systèmes pour les rendre plus résilients et s'assurer de se conformer à l'accord de Paris. Donc, premièrement, le climat, ensuite le conflit. Merci, Sébastien, de vos commentaires là-dessus, que le Programme alimentaire mondial a reçu en fait le prix Nobel de la paix. J'ai vu ça avec beaucoup de fierté. Et les Canadiens justement contribué énormément au programme alimentaire mondial, donc vous pouvez tous, vous Canadiens, être fiers de ça. Il y a vraiment aussi un sentiment d'urgence qui nous habite. Comme M. l'ambassadeur le disait, il faut travailler ensemble de nouvelles façons pour gérer les conflits. Et il faut, par exemple, on pense au Sud-Soudan, l'Afghanistan, le Yémen, et comment justement, la nourriture devient une arme géopolitique. Troisièmement, la résilience. Baker disait il faut partager nos surplus, mais il faut aussi augmenter le rendement de production. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter la résilience, surtout des plus petits producteurs? Quels sont les genres d'investissements qui pourront renforcer cette résilience? Super. Donc, par rapport à ce qu'on peut faire, on a mentionné le conflit, Sébastien. J'ai lu quelque chose que vous avez dit auparavant. Alors, quand on va arrêter de se battre, on va produire assez de nourriture. Alors, je vous redonne la parole, Sébastien, pour parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Par rapport à la sécurité alimentaire mondiale? D'abord, je crois qu'il faut toujours travailler à la paix et la stabilité et donc à la confiance collective dans un pays, dans un territoire et donc, espérons-le, le plus largement possible sur la planète. Nous savons, et je crois que bien que nous le sachions très bien, il faut répéter que le premier déterminant du développement agricole et de la sécurité alimentaire, c'est la paix, la stabilité et la confiance.
Vous pouvez avoir des ressources en eau, en terre, vous pouvez avoir des compétences humaines, vous pouvez avoir un climat éventuellement favorable, mais si la guerre fait rage dans un pays, si la corruption existe en permanence et ne permet pas aux acteurs économiques de se développer, de prévoir, d'être dans un climat des affaires favorable, s'il n'y a pas des moyens alloués aux acteurs agricoles de travailler sur le temps long parce qu'il y a trop d'incertitudes sécuritaires, c'est beaucoup difficile de mener l'équation de la sécurité alimentaire. La deuxième chose, je crois, qui se joue peut-être aujourd'hui, c'est que nous avons un monde extrêmement fracturé entre une planète qui a faim et qui a très faim, et une planète qui mange pas beaucoup et qui mange toujours la même chose, une planète qui va vivre beaucoup d'expériences alimentaires, qui connaît la possibilité d'accéder à la nourriture si économiquement elle en a les capacités, et donc on a aussi une planète dont le sujet n'est pas de trouver de la nourriture, mais surtout de pouvoir se l'acheter. Et puis nous avons quelques millions de personnes dans le monde qui aujourd'hui peuvent payer de plus en plus cher une nourriture. Ce sujet est important parce que dans le monde de demain, la valeur de la nourriture va être d'autant plus importante que nous demandons à cette nourriture d'être bonne pour la santé de chacun, qu'elle soit bonne pour moi, qu'elle soit bonne pour l'environnement et la planète, et nous lui demandons aussi qu'elle soit bonne pour correctement rémunérer les producteurs. Le juste prix de la nourriture, c'est celui qui est bon pour moi, bon pour l'autre et bon pour la planète. Ça veut dire la durabilité forte, une durabilité sociale, une durabilité environnementale, une durabilité économique. Ça veut dire que dans certains pays, nous allons redécouvrir le coût réel de la nourriture. Dans un pays comme la France ou au Canada, la nourriture coûte parfois très peu cher par rapport à les valeurs et la qualité qui est proposée. Et dans d'autres pays, la nourriture coûte extrêmement cher, sans pour autant que la garantie soit là sur le plan sanitaire, des normes et de la juste rémunération des producteurs. Donc je crois que ça, c'est un grand défi devant nous. Et je voudrais finir sur un point, moi, qui me préoccupe un peu. Vous savez qu'il y a de nombreux débats aujourd'hui sur la scène internationale sur le vieillissement démographique du monde et sur la chute de la population mondiale au cours du XXIe siècle. Je crois qu'il ne faut pas se tromper par rapport à la trajectoire de ce siècle. Nous avons démarré à 6 milliards d'habitants, nous sommes 8 milliards d'habitants aujourd'hui et nous serons autour de 10 à 11 milliards en 2050. Il est possible que nous redescendions à 8 milliards, 9 milliards en 2100, c'est-à-dire à la fin de ce siècle. Ça veut dire que devant nous, il y a un Everest. Il va falloir monter sur l'Everest. La situation compliquée, c'est la période autour de 2050, parce qu'on sera très nombreux sur la planète, on va devoir aller sur le toit du monde, l'Everest, et on va devoir redescendre de l'Everest, parce qu'il va falloir continuer à vivre dans un monde respirable, avec une agriculture qui va devoir être décarbonée, avec des systèmes sur la nature, sur l'eau, sur la biodiversité qui soient restaurés. Et donc, on a un chantier énorme, collectif. Il faut grimper sur l'Everest. Il va falloir aussi redescendre de l'Everest et permettre aux générations futures de continuer à pouvoir produire en agriculture, consommer des biens alimentaires et vivre dans un monde qui ne soit pas trop chaud et dans un monde où il y a encore de la jeunesse et pas uniquement des habitants en fin de vie. Il faut se réjouir du vieillissement démographique, c'est évident, de l'augmentation de l'espérance de vie grâce aussi à l'alimentation, mais on ne va pas tuer la mort, hein, on ne va pas devenir immortel, et il faut que dans le monde de demain, nous ayons des jeunes, et des jeunes qui puissent vivre comme nous, dans un monde où on peut respirer et où on peut trouver de la nourriture. Le grand défi, c'est comment nourrir et en même temps réparer la planète. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des changements de trajectoire
à mener. Et cet Everest est un chantier tellement immense que nous avons besoin des États, des acteurs économiques, des entreprises, de la recherche, de la société civile, évidemment des institutions internationales, mais nous avons besoin, par rapport à ce défi, de mobiliser toutes les compétences. Et je crois que c'est aussi la beauté de l'agriculture. Le sujet de l'agriculture et de la sécurité alimentaire n'est pas réservé aux producteurs agricoles ou à ceux qui travaillent. C'est un sujet collectif immense qui ne doit pas être à l'agenda du G7 ou du G20 uniquement quand il y a des crises dans certaines régions du monde. Le grand sujet du G20, du G7 et des Nations Unies au cours de ce siècle, c'est de permettre d'avoir une sécurité alimentaire pour le plus grand nombre en espérant à partir de cette première sécurité-là, favoriser d'autres développements et d'autres sécurités. Well, thank you, Sebastian. I wanted to, the Mount Everest sounds so daunting, but I want to come back to that point on that you mentioned about affordability and food Merci costs. Sébastien. Ambassador, you feel that Par rapport in à your ce country, point sur the les cost of prix, food, l'abordabilité, on parle du prix de la nourriture, par exemple en Égypte. Je veux justement garder un œil sur l'heure. C'était une superbe conversation. Oui, tout à fait. Mais pour les pays en voie de développement en général, comme l'Égypte et bien d'autres, et sur le continent africain, ce n'est pas un secret. Beaucoup des gains ont été suivis de pas de recul. Dans beaucoup de cas, les choses se sont compliquées, peut-être pas l'Everest, mais quand même. Donc oui, il y a des revers. Il nous faut une résilience qui soit durable, pérenne. Il ne faut pas seulement pouvoir passer à travers quelque chose de temporaire. Je pense que beaucoup d'entre nous savons comment expliquer la situation, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce dont je veux traiter. La résilience des projets d'adaptation. Ce sont des problèmes auxquels on doit faire face et ensuite réfléchir en dehors de la boîte, renforcer les systèmes alimentaires. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La technologie aussi. On n'a pas parlé énormément, du moins cet après-midi, de technologie. Peut-être qu'Elie en connaît plus là-dessus, mais la technologie, c'est extrêmement important pour les systèmes hydriques notamment, parce que la sécurité hydrique, c'est la sécurité alimentaire. Donc, la technologie. Donc, comment on s'y prend? Comment on utilise la technologie? Ça doit être, des solutions doivent être mises à l'échelle et financées. On entend parler, par exemple, de la production agricole régénératrice. Il y a de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, c'est très important. Et on finance ça et ensuite on met à l'échelle. Mais quand on fait ça, viendra une autre question, le capital. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on attire les intérêts du privé? C'est pas facile, il y a une transition à faire. Il faut que ce soit faisable, il y a un calcul de risque. Il faut donc attirer les capitaux. Il faut avoir des routes commerciales au figuré. Donc, on ne veut pas que les marchés soient fragmentés. Ce qu'on a fait en matière de mondialisation, eh bien, il n'y a pas de retour en arrière. Donc oui, la fragmentation des marchés, c'est à surveiller parce que le commerce est crucial, l'accessibilité et l'abordabilité. On peut avoir l'argent, mais s'il n'y a pas de disponibilité, ça ne sert à rien. On ne produit pas tout ce qu'on consomme et on ne peut pas consommer tout ce qu'on produit. C'est le même principe. Et aussi, minimiser les risques, très important. Quand on réfléchit à tout ça aussi, il faut penser aux pays
qui ont besoin d'allègements. Comment le faire? Des conditions de prêt, par exemple, des modalités de prêt qui peuvent être adaptées pour eux. Ça, c'est la matière à travailler. Il faut tenir cette conversation avec les pays en voie de développement et développés. L'atténuation et l'adaptation aux enjeux climatiques aussi. Quand on finance ça, on fait deux choses. On restaure les écosystèmes et on s'occupe aussi de l'agriculture, de la sécurité hydrique, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui était très positif à la COP27. Il y avait une reconnaissance de l'importance de venir protéger les systèmes alimentaires par rapport aux effets négatifs des changements climatiques. Et deuxièmement, la reconnaissance du fait qu'on doit financer les pays pour les pertes agricoles. Et troisièmement, la reconnaissance des petits producteurs. Ils produisent, je pense, le tiers de la production mondiale de nourriture. Dans la plupart des cas, ils ne reçoivent aucune attention. La FAO dit 1,7% des fonds vont aux petits producteurs mondialement. Il faut changer ça. Donc, on a une longue liste de souhaits ici par rapport aux actions sur le plan mondial. Très, très longue liste. Le président égyptien, le mois passé, lors d'un sommet entre les chefs d'État africains et des États-Unis, on a discuté de l'allègement de la dette, l'investissement, l'aide à l'accès au crédit, restructurer les systèmes financiers, c'est crucial. Et on doit aussi restructurer nos économies, nous rendre plus agiles, tout en se concentrant à développer la technologie, le secteur privé et le financement. Oh, je pense qu'on aurait besoin d'un autre panel pour discuter de tout ça, mais il ne nous reste qu'une minute. J'aimerais très rapidement vous laisser conclure. Je vais commencer par Ellie, ensuite Sébastien et ensuite Ahmed. D'accord. Alors, par rapport à ce que le Canada peut faire, aide humanitaire, continuer. Il y a des zones chaudes. On a besoin de continuer la réponse humanitaire. Deuxièmement, les investissements dans le développement, comme ça a été dit plus tôt. En 2023, on aimerait avoir un budget qui inclut une initiative sur la sécurité alimentaire. Il y a des aspects précis par rapport à cette requête. Voilà, on aimerait voir cela se matérialiser en 2023. Il y a des choses qui ne coûtent rien aussi, c'est-à-dire les politiques. Et le Canada joue un rôle charnière pour le financement, mais aussi pour la gouvernance. On a besoin d'une expertise réglementaire, par exemple pour l'autonomisation des femmes. Je ne suis pas d'accord avec un autre panéliste qui a dit que ça montre qu'il y a des valeurs qui surpassent une autre. Non, je pense que le Canada a vraiment quelque chose à offrir par rapport à ces politiques spécifiques. Et enfin, on veut inviter le secteur privé à prendre sa place. Le secteur privé représente beaucoup de nos pois concassés, nos pois chiches. Et on veut aussi justement investir en technologie. Excellent. Maintenant, très, très rapidement, Sébastien, dernier mot pour conclure. Et ensuite, voilà, on va conclure. Alors moi, j'aimerais mentionner un point qui m'est cher, et d'autant plus au Canada, dont la devise est quand même à mare usque ad mare, d'un océan à l'autre. N'oubliez pas les produits de la mer. Les produits de la mer au Canada sont dans les exportations de votre économie alimentaire
aussi important que le blé dur aujourd'hui. Hein, c'est une source importante de revenus économiques. C'est aussi évidemment une source alimentaire précieuse. Et je crois que nous devons aussi toujours renforcer le discours, les explications sur le fait que la sécurité alimentaire mondiale, 80% à peu près des volumes provient de l'agriculture et de la terre, mais nous avons 20% aussi qui vient de la pêche et de l'aquaculture. Je crois que c'est important que des pays comme le Canada soient très moteurs dans l'explication, dans la diplomatie, dans la coopération, dans l'aide humanitaire, sur le fait que la sécurité alimentaire, c'est l'agriculture, la pêche, l'aquaculture. Et compte tenu du poids du Canada avec les produits de la mer, je vous invite dans votre diplomatie alimentaire à parler aussi de la mer, pas juste pour le flux commercial dont j'ai parlé pour les échanges de céréales, mais aussi parce que nous consommons beaucoup de produits de la mer. Great. And final word to the ambassador. Super. Et quelques derniers mots. Moi, j'aimerais dire premièrement merci au Canada pour les deux côtés, la terre et la mer. Certainement, effectivement, c'est là pour ceux qui agissent pour l'action climatique. Maintenant, on a l'initiative en Égypte et l'assistance, par exemple, agrobusiness, tout ça. Merci beaucoup au Canada pour ça, aussi qu'au G7, l'ensemble des agences multilatérales et tout ça. Au minimum, on comprend la situation et on essaie de se tourner vers l'avant. OK, merci à nos panélistes, merci tout le monde. I'm now going to invite folks to take the last